vibrations de sol qui sont pour les sols granulaires, où on va donc donner de l'énergie au sol. Avec l'énergie qui était donnée au sol, on va donc réarranger les grains. Ok, donc je vois qu'avec le cours qui était déplacé, il y a 3 groupes qui doivent passer aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais me prendre un petit peu plus de temps pour ça alors. Donc, je reviens au cours. Sol granulaire, on va mettre de l'énergie dans le sol pour réarranger les grains. On a vu les rouleaux améliorés, le Rapid Impact Compaction, le Dynamic Compaction. Et puis maintenant, on va avoir des techniques ici qui va améliorer le sol sur les plus grandes profondeurs. Et donc, on a ce qu'on appelle la vibrocompaction. Et donc, le principe, c'est que l'on va faire rentrer dans le sol une aiguille vibrante, on va la mettre à profondeur et on va de nouveau la ressortir en vibrant. Donc, comment ça fonctionne? On a ici le bas de l'aiguille, et donc à l'intérieur, on a un système qui donne une vibration au sol. Et donc, on a nos petits grains ici, schématiquement, qui sont montrés. On va les faire vibrer et on va avoir un réarrangement du système. On peut avoir une méthode humide ou une méthode sèche, on va voir ça juste après. Mais donc, le principe, c'est vraiment ça. On a une aiguille qui va rentrer et qui va améliorer le sol. Donc, le but principal, c'est d'augmenter la densité relative du sol en place. Et donc, on a un sable ou un gravier qui est lâche, et donc, on va rentrer l'aiguille dedans, on va la faire vibrer le système, et après, on va avoir un réarrangement, et on va avoir donc une augmentation de la capacité du système. Et donc, ça va nous permettre d'augmenter la capacité portante du système, mais clairement d'augmenter la rigidité du sol. En augmentant cette compaction, c'est clair que si on a un sable lâche ou un sable compact dense, eh bien, le sable compact dense va avoir une résistance à la friction qui va être plus importante. Et donc, je vais aussi augmenter les caractéristiques de résistance de mon sol. Et le dernier point, hein, je l'ai dit, si on a un sable qui est très lâche, on a un risque de liquéfaction. Et donc, on va pouvoir augmenter en augmentant la compacité, eh bien, je vais diminuer fortement ce risque de compaction. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va rentrer cette aiguille dans le sol avec soit une machine qui va la pousser dedans en la vibrant, soit, si ça ne fonctionne pas très bien, on va injecter de l'eau en base et donc on va avoir des injecteurs d'eau qui vont creuser, qui vont faire un trou dans le sol et qui vont permettre à cette cellule de rentrer dans le sol. Une fois qu'on est en bas, on va diminuer la pression d'eau et on va mettre en vibration plus forte le système. Et alors, si j'ai besoin de sol, si j'ai un trou qui est trop grand, je vais amener du sol depuis la surface. Et je vais vibrer ce sol et remplir ce sol en le faisant le remonter. J'ai deux techniques, on verra ça après. Je peux remplir le sol, je peux faire rentrer du sol depuis le côté vers le bas, ou bien je peux rentrer du sol par le haut. On verra ça juste après. Et donc, j'ai descendu ma cellule. J'ai un petit sketch à côté, ce sera plus simple. J'ai descendu mon système soit à sec, soit avec des pressions d'eau. Une fois que je suis en bas, je mets la vibration en route à très grosse fréquence et je vais augmenter ma compaction. En augmentant ma compaction, eh bien, je vais avoir des tassements, je vais créer un trou quelque part au-dessus et alors je vais pousser le sable, soit le sable qui est de ma plateforme, soit du sable complémentaire que je vais rentrer dans le trou pour combler ce vide. On a trois grands producteurs d'aiguilles vibrantes. On a Bauer, qui fait aussi tout ce qui est machine de pieux. On a Keller, qui sont aussi des Allemands. Et alors, on a Vibro. Et donc, ils ont en fait chacun leur type de sonde, d'aiguille vibrante qui permet d'améliorer le sol.
on a différents poids et on a différentes forces, caractéristiques de force que l'on peut avoir. Ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est ceci. Donc, je vais d'abord voir si mon sol est améliorable. Et donc, pour savoir si c'est améliorable, je dois savoir quelle est ma distribution de ma courbe granulométrique. Savoir quelle est combien de finesse que j'ai. De nouveau, même chose que pour la rapid impact compaction ou pour la dynamic compaction, je ne peux pas avoir plus que 15% de fin. J'ai plus que 15% de fin, ça ne fonctionne pas. Donc, je dois avoir une courbe granulométrique, mais je dois aussi faire des essais de sol suffisants pour connaître quel est le carbonate content de mon sol, voir s'il est fort carbonaté ou pas, voir si j'ai la présence de couches ou ou de lentilles argileuses. Et je vais faire des essais CPT, SPT avant, CPT principalement, pour voir quel est mon profil de sol avant et quel est le profil de sol que je vais avoir une fois que j'ai amélioré. De nouveau, on va faire un dimensionnement d'abord en bureau d'études, en disant, OK, j'ai besoin d'une maille de autant pour avoir les caractéristiques que je veux obtenir. Et ces caractéristiques que je veux obtenir, c'est principalement par rapport à la capacité portante du sol que je veux avoir ou les tassements que je veux diminuer. Et puis, en fonction des équipements que j'ai disponibles, je vais choisir mes équipements, ma maille, et ainsi de suite. Hein, donc, mes équipements, ici, j'ai différentes aiguilles qui ont des amplitudes et des énergies qui vont être transmettre au sol qui vont être différentes. Et donc, si j'ai une grosse aiguille, évidemment, 450 ici, eh bien, elle va pouvoir travailler avec une maille beaucoup plus large que si j'ai une aiguille à 150. De nouveau, et ça, je le répète, hein, donc on doit avoir des essais de sol suffisants avant de commencer nos dimensionnements. On doit faire un plot d'essai pour vérifier la maille que l'on a prévue, si la maille qui est donnée soit suffisante, faire des essais avant, après, et bien vérifier après avec nos CPT si on a obtenu ce que l'on désire avoir comme résultat et comme résistance minimale. Donc de nouveau, quel est le CPT de base, qu'est-ce que je veux atteindre comme performance, quel est le CPT que je veux avoir, quelle est ma limite, et est-ce que j'ai obtenu. Ces deux graphiques ici et le suivant sont capitaux. Le plus important avec mes aiguilles vibrantes ou ma compaction ici, c'est est-ce que mon sol peut être amélioré. Pourquoi est-ce que j'insiste? Quand on a un rouleau vibrant, quand on a du rapid impact compaction, même quand on a la dynamic compaction, c'est du sol plus souvent qu'on a ramené, qu'on a mis en place sur des relativement faibles profondeurs. Et donc, vu la profondeur, j'ai une connaissance, hein, je suis à 5, 6 mètres, enfin 9 mètres maximum de profondeur que je dois investiguer. Donc, je peux avoir une très bonne connaissance de ce sol. Et voilà, et puis là, si j'ai un ou deux endroits où j'ai un petit peu moins, ben, ce n'est pas si problématique. Ici, je vais améliorer jusqu'à 10, 15 mètres de sol. Et donc, si j'ai des endroits qui sont mauvais, ben, je peux avoir une mauvaise couche quelque part qui fait que ce n'est pas améliorable. Et donc, je dois vraiment bien vérifier que tout mon sol soit amélioré. Et donc, j'ai ici une courbe granulométrique hein, qui vous parle, j'espère. Et donc, ici, j'ai ma fraction argileuse. Et j'ai trois zones. J'ai zone 1 où je sais qu'il n'y a pas de souci. Si je suis dedans, avec cette valeur, eh bien, il n'y a pas de souci, mon sol est améliorable. Quand je suis dans la zone 2, c'est aussi améliorable, mais je sais que quand je vais devoir rentrer mon aiguille dans le sol, ça va être problématique. Donc, je vais devoir soit avoir un jetting important, des pressions d'eau que je vais mettre en pied importantes pour faire rentrer mon aiguille dedans. Et si je suis dans le 3, ben ça veut dire que j'ai plus de fines, entre guillemets, et donc je vais avoir des résultats qui vont être moins bons. Mais je suis encore dans ce qui est améliorable. Donc, 1, il n'y a pas de souci. 2, pas de souci, mais je vais avoir une perte de productivité parce que ça va être plus compliqué de rentrer mon aiguille dans mon sol. Le 3,
je risque de ne pas obtenir ce que je veux avoir et il faut faire attention à ce que j'ai et donc c'est plus ou moins améliorable. Donc première chose, je vais prendre suffisamment d'échantillons de sol sur toute ma profondeur pour pouvoir voir si mon sol est améliorable. On a traduit cela plus ou moins avec un graphique de CPT. Donc ici, j'ai ma résistance au cône en QC. Ici, j'ai mon RF. Et donc, je vois les zones. Hein, ici, je suis dans toute cette zone-ci, il n'y a pas de souci. Donc, c'est que j'ai un RF qui est faible, hein, qui est en dessous d'1%. Pas de souci, je suis améliorable. Si je suis dans le vert ici, c'est que j'ai un RF qui va maximum jusqu'à 1,5%. Hein, donc, on est quand même très faible hein, dans le RF. Eh bien, je suis toujours améliorable. Par contre, dans toute cette zone-ci, on estime que je ne suis pas améliorable. Donc, sur base de tous mes CPT que je vais faire, hein, donc je vais faire une campagne de CPT très importante avant compaction pour voir quel est l'état de mon sol. Et donc, je vais pouvoir voir, en fonction de mon graphique ici, mettre tous mes points de CPT, entre guillemets, de tous mes sols, et vérifier si je suis dans la bonne zone ou pas. Donc, je répète, j'insiste, votre connaissance de votre sol est très importante. Donc, avant de commencer, vous allez faire une connaissance de vos sols, voir si, si ce sol est améliorable, pas améliorable. Et je reviens à mon deuxième slide. N'essayez pas de mettre en place une technique dans un sol sur lequel ça ne fonctionne pas. Hein, donc, si vous êtes ici, eh bien, vous pouvez vendre une aiguille vibrante autant que vous voulez. Ben oui, vous allez juste mettre de l'argent pour le faire et à la fin, vous n'allez pas avoir une amélioration que vous espérez. Donc, première partie, essai de sol. Deuxième partie, plot d'essai. Et donc, je vais faire ici, hein, j'ai différentes mailles. Ici, on a une très grande maille, plus petite, plus petite. Et donc, je vais avoir ici, donc les grands ronds, ce sont les endroits où j'ai mis mon aiguille vibrante. Ici, j'ai fait un essai de sol avant compaction, et ici, l'essai de sol après compaction. Et donc, je suis, entre guillemets, à la plus grande distance par rapport à mes améliorations. Et donc, je peux vérifier quelle est l'augmentation de résistance de mon sol. Et donc, ce qui est important pour moi, hein, c'est de calculer, de dimensionner quelle est la distance optimale entre mes points de compaction. C'est clair qu'au plus j'ai de points de compaction, au plus ça me prend du temps, au plus ça me coûte de l'argent. Donc, je veux avoir la maille la plus grande possible, telle que j'obtiens les résultats de compaction qui me sont demandés. Comment ça fonctionne hein, dans la vie réelle, entre guillemets? Je vais faire un plot d'essai. Je vais terminer mon grid. Donc, je vais d'abord faire un calcul en bureau d'études qui va déterminer un certain grid. Je vais mettre ce grid en place, cette maille en place sur mon plot d'essai. Si mon plot d'essai n'est pas bon, je vais resserrer ma maille. Et après ça, je vais prendre la maille la plus limite possible, où j'obtiens juste ce que je veux avoir. Je vais faire mes essais de vérification. Et si j'ai un endroit où je ne suis pas bon, eh bien, je vais venir faire à cet endroit-là une colonne, une amélioration complémentaire. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit sur le deuxième slide. C'est très important que vous fassiez, de faire vos essais directement après votre amélioration, qu'ils soient analysés directement après votre amélioration, et que comme ça, s'il faut refaire un point d'amélioration quelque part, eh bien, votre machine n'est pas très loin, elle revient, elle le fait, ça ne vous coûte rien. Un petit graphique qui donne ici la résistance au compte QC en fonction du grid. Et donc, on a la courbe qui nous est donnée ici. Et donc, par exemple, si on a un grid de 3 par 3 pour ce sol donné, eh bien, on a une numération qui va jusqu'à 23 MPa. Quand on est parti d'une valeur, on devait être à 6, 7,5. Et donc, quand vous faites votre plot d'essai, vous allez faire plusieurs plots d'essai. Donc vous allez commencer, vous allez faire différents grids. Et vous allez pouvoir, comme ça, tracer votre courbe et voir ce que vous voulez, ce que vous avez besoin comme courbe, comme valeur pour obtenir ce que vous désirez.
même principe. Hein, on a ici l'augmentation de densité relative du sol par rapport au rapport D sur D, donc entre le diamètre et la distance. On a la vibroflottation ou comment dire, l'aiguille classique. Vibroflottation, ça veut dire qu'on va mettre de l'eau en plus. Ici, on n'aura pas d'eau. Hein, donc, on a le système dry ou humide ou sec. Et donc, ici, on a un système humide, ici, on a un système sec. Je pense que je n'ai pas expliqué ça suffisamment. Je pense qu'il revient après. J'espère qu'il revient après. Je vais vite regarder après le slide après. OK, je vais revenir un peu là-dessus. Vous avez un système humide et un système sec. Le système sec, vous avez votre aiguille, et vous allez rentrer votre aiguille dans le sol par vibration et par poussage. Donc, vous avez votre machine qui va pousser votre aiguille dans le sol en la vibrant légèrement. Et puis, vous allez être en bas, vous allez remonter en vibrant très fortement. Et donc, vous allez compacter ainsi votre sol. Vous avez la méthode humide, où là, vous allez injecter de l'eau en base, qui va non seulement, lors de la descente, vous aider à faire descendre votre aiguille dans le sol, mais surtout qui va saturer votre sol. Et donc, quand vous allez mettre en route votre aiguille, vous allez avoir une liquéfaction du sable quelque part, et donc vous allez avoir une augmentation de rentabilité, entre guillemets, où vous allez pouvoir compacter beaucoup mieux. Et donc, vous avez deux techniques, la technique à sec ou la technique humide. La technique à sec, mais elle est moins coûteuse. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas amener d'eau. La technique humide, ben, vous devez amener votre eau, vous devez avoir une aiguille qui puisse prendre cette eau, vous allez avoir le système qui met de l'eau sous pression, et ainsi de suite. Et donc, ce sont les deux techniques que vous avez ici. Vous avez la vibroflottation ou la technique à sec. Et donc, on voit clairement que les vibroflottations donnent, pour une valeur de 6, par exemple, hein, de D sur D de 6, eh bien, on voit qu'on a une augmentation beaucoup plus importante de la densité relative de mon sol que si je suis dans un système sec. Qu'est-ce que je vais faire pour contrôler? La première chose que je vais faire pour contrôler, c'est que je vais regarder, vérifier l'énergie que je vais utiliser pour faire ma colonne. Alors, effectivement, si j'ai une colonne, ça ne va pas me donner grand-chose. Par contre, j'ai fait toutes mes colonnes, qui est dans un sol qui est habituellement relativement homogène, et donc je peux voir s'il y a une grosse différence entre deux colonnes par rapport à l'énergie que j'ai utilisée. Donc si je fais, je ne sais pas moi, j'ai par exemple 600-700 colonnes à faire, 600-700 fois que je vais rentrer mon aiguille dans mon terrain, eh bien je peux voir quels sont les endroits où j'ai une différence importante d'énergie par rapport à la moyenne. Et donc, ces endroits-là, je sais qu'il risque d'y avoir eu un problème, et donc, je vais aller faire des investigations complémentaires. Donc, ça vous donne quand même une information assez intéressante. L'autre chose, c'est que je compacte, j'améliore mon sol. Ça veut dire que je vais avoir un tassement. C'est clair que quand je vais mettre mon sol, je vais même rajouter du sol, et bien en fonction de la quantité de sol que je vais rajouter, le tassement que je vais avoir, je sais savoir si j'ai beaucoup compacté ou peu compacté. Et de nouveau, je vais comparer ça, me donner ça par rapport à toutes mes colonnes que je vais faire. Et donc, ça me donne une information assez intéressante par rapport à la qualité de ce que j'ai eu. Deuxième chose, et là, j'en ai déjà discuté assez souvent, on va faire un essai CPT rapidement après le travail pour vérifier si on a atteint les critères de performance que l'on s'était donné. On va faire directement après, et puis on va faire ça aussi 2 ou 3 jours après. Pourquoi? Si je fais un système humide, je vais amener de l'eau dans mon sol, et donc si on revient au petit graphique, je vais voir si j'ai directement, il ne doit pas être très loin, le graphique sur le Rapid Impact Compaction que vous avez montré avec la dissipation des énergies. Où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, voilà, ici. Il était plus loin que je pensais. Et donc, c'est le même principe. Donc ici, je vais mettre de l'énergie dans mon sol, donc je vais augmenter mes pressions interstitielles.
je vais avoir la pression interstitielle ici maximum, ma liquéfaction, et puis je vais avoir ma pression qui va diminuer. Et donc ici, on a la capacité portante, mais c'est ma compaction quelque part. Et donc, si je fais mon essai CPT juste après avoir fait mon travail, mon amélioration, eh bien, je suis quelque part ici dans ma courbe. Par contre, si j'attends un petit peu, eh bien, je vais être ici, et donc je vais avoir mes performances maximales. Par contre, le problème, c'est que je veux le faire le plus rapidement possible après mon essai. Pourquoi? Je veux que ma machine soit le moins loin possible. Et donc, je vais attendre et je vais trouver le moment le mieux pour le faire. Donc, je vais faire souvent un essai directement après, et puis je vais faire un essai 2 jours après ou 3 jours après pour vérifier. Et donc, je vais faire mes essais et directement les mes essais, voir si je suis bien ou pas bien et voir si je suis bien dans mes critères. Les essais très très importants. Si vous avez un très gros chantier avec une très grande surface, et là je parle de 1 ou 2 km², eh bien vous achetez une machine de CPT et vous prenez un mec qui fait des CPT toute sa journée et qui va faire que ça, quoi. Les aiguilles vibrantes, donc ici c'est assez simple. Donc vous voyez ici vous avez la machine, l'aiguille, et vous avez ici les différentes pales qui vont guider la machine. Ici on voit le système avec les injecteurs, et donc vous avez clairement ici vos 2 injecteurs qui sont là, et donc vous rentrez votre système dans le sol avec ces injecteurs. Petit point quand même sur le système humide. Vous avez une fraction argileuse faible, mais si vous avez quand même autour de 15%, eh bien, vous allez quand même avoir ici de la boue qui va se mettre en place. On verra ça surtout plus tard après sur les colonnes ballastées. Et donc, vous avez ici l'aiguille avec ses injecteurs, et donc vous allez rentrer l'aiguille dans le sol avec ses injecteurs. Elle va rentrer toute seule, un peu comme on a vu sur les well points au début du cours. Et donc, ça va rentrer tout seul dans le sol. Une fois que c'est dans le sol, vous mettez la vibration à fond et vous améliorez votre sol. Et donc, vous avez quand même un détassement important, hein, ici, une fois qu'on a amélioré. Et donc, il faut venir remplir le trou. Et donc, c'est ce que j'expliquais. Vous pouvez amener le sol sur le côté pour remplir, ou bien vous pouvez ramener le sol depuis le haut. On verra ça en top ou bottom feed, qu'on appelle ça. Donc, c'est quand même des aiguilles qui sont travaillées. Hein. On voit clairement que c'est pas, comment dire, c'est pas du bricolage, quoi, hein. Donc, il y a l'ingénierie derrière et il y a des tests qui ont été faits derrière pour avoir la forme d'aiguille la plus performante possible. L'aérocompaction, on peut faire ça partout. Hein. Ici, on peut faire ça sous eau, hein, donc il n'y a pas de problème. On a les aiguilles ici, on range le système, on le fait sous eau. Et là, vous avez les systèmes aussi qu'on appelle twins, hein, en tandem, où vous avez en fait 2 aiguilles qui sont accrochées ensemble sur la même machine et on fait rentrer les 2 aiguilles en même temps. Pour finir là-dessus, j'ai une petite vidéo. Donc ça descend tout seul, hein. Vous voyez, par injection, on met les injecteurs à fond et ça descend tout seul. Ici, on est clairement dans une méthode humide, hein. Donc il a fait vibrer légèrement et il met ses injecteurs à fond.
Dans le système humide, l'aiguille est pendue à la grue et donc elle descend sur son propre poids. Il n'y a pas de système pour la pousser dans le sol. Et donc, c'est un système bottom feed, top feed qu'on appelle ça. Donc, vous voyez, donc quand il vibre son système, et bien évidemment, il crée un cratère puisqu'il crée un tassement. Et donc, vous avez chaque fois le petit chargeur qui vient et qui vient remettre du sol. Et donc, ce sol, en fait, est entraîné et descend dans le trou et vient remplir le trou qui se crée. Donc, pour être clair, il remplit et fait comment dire, ce remplissage quand on remonte l'aiguille. Donc, quand on descend l'aiguille, on met les jets à fond, on vibre plus ou moins, mais on la laisse descendre en une seule fois et on ne fait rien. C'est à partir du moment où il va remonter l'aiguille qui va augmenter fortement la vibration et qui va avoir son amélioration qui se fait et il va en même temps remplir de sable au-dessus. Et donc, pour améliorer au maximum, il fait un système de passe, entre guillemets, donc ça veut dire qu'il va descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter. Donc il va descendre son aiguille à profondeur, il va la remonter d'un mètre à 1,50 m, il va améliorer cette zone-là, donc ça veut dire qu'il va monter, descendre dans cette zone-là, et puis il va monter encore 1,50 m, 2 mètres, et ainsi de suite, il va monter, descendre pour améliorer au maximum, et ainsi de suite. Donc je veux dire par là, c'est pas qu'on va descendre l'aiguille en une seule fois, mettre la vibration et remonter en une seule fois jusqu'au-dessus. Non, il va faire des mouvements de va-et-vient, doucement, pour remonter, pour améliorer les différentes couches au maximum. Donc, système relativement assez simple. Donc, on va rentrer l'aiguille, faire vibrer l'aiguille, et donc on va améliorer comme ça le sol. Comme je l'ai dit, on a un système quand même très travaillé, avec des aiguilles qui sont fournies par des, comment dire, en gros, aujourd'hui, par 3 fournisseurs, Boer, Keller ou Vibro. Maintenant, on peut utiliser plus ou moins le même système, mais beaucoup, enfin, entre guillemets, moins cher. On peut faire de la vibrocompaction à sec, bon marché, je vais appeler ça. Et comment ça fonctionne? Eh bien, on va faire une cellule, ici un tube, ou ici un peu plus travaillé, ou bien une pointe avec des éléments, ou même carrément une pale planche trouée, que l'on va vibrer dans le sol. Et on va la mettre en place dans le sol, ici avec un bête vibreur. Donc, j'ai un système ici en Y, j'ai 3 plaques en Y, j'ai un vibreur qu'on utilise, le vibreur classique, pour mettre des pales planches en place. Et donc, je vais vibrer cette pale planche dans le sol. En la vibrant, je vais transmettre des vibrations au sol et je vais remonter. Ce système qu'on appelle Resonant Compaction fonctionne pas mal du tout, mais est quand même beaucoup moins efficace que les aiguilles vibrantes qui ont été développées par Bauer ou par Keller, ou par Vibro. Donc c'est vraiment, quelque part, un système bon marché, beaucoup plus, bien meilleur marché. Hein. Donc vous voyez ici, votre vibreur, c'est votre vibreur de pale planche, donc c'est des vibreurs que tout le monde a partout, donc ça ne coûte rien. Faire votre structure métallique ici en Y ou bien avec une autre forme, ça ne coûte rien non plus. Hein. C'est des belles plaques métalliques et puis vous ouvrez, vous faites comme ça votre amélioration. C'est relativement encore beaucoup utilisé et c'est quand même beaucoup moins cher. Et donc vous avez
toutes sortes de cellules qui ont été prévues, hein. Donc ici, on appelle ça du MRC. Et donc là, vous avez quoi? Vous avez une tôle avec des trous dedans qui permet de transmettre comment dire, la vibration au sol. Ici, on le voit, clairement, on a le vibreur, on a la sonde, entre guillemets, améliorée. Et donc, on va mettre un vibreur de très haute fréquence, un très gros vibreur au-dessus, et on va descendre le système comme une pale blanche en vibrant énormément. Et donc, même principe que la pale blanche vibrée, hein, on va aussi avoir une légère liquéfaction du sol autour qui va améliorer le sol. La fréquence est très importante, hein. En plus, la fréquence, donc quand je vais le descendre, je vais mettre une fréquence légère et je vais remonter à très haute fréquence pour augmenter au maximum ma compaction. Les caractéristiques, hein, je vais avoir un très gros vibrateur et en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais avoir simplement ma cellule et un très gros vibrateur. Donc, je répète ce que j'ai dit. Resonant compaction, c'est de la vibrocompaction en bon marché. C'est équivalent à un système à sec, on ne met pas d'eau, on rentre une cellule dedans que l'on vibre et qui, par cette vibration, qui va augmenter la compaction du sol. Cette cellule, elle vibre depuis le haut. Quand j'ai une aiguille vibrante, mon système de vibration est dans le bas. Et donc, évidemment, l'énergie que je vais transmettre avec cette aiguille vibrante est beaucoup plus importante. Le tout est beaucoup mieux designé, donc ça fonctionne beaucoup mieux. Ça n'a rien, entre guillemets, ça n'a pas grand-chose à voir. Pour le reste, c'est la même chose. Je vais de nouveau faire un plot d'essai. Je vais regarder quelles sont mes compactions sur ce plot d'essai. Quel est mon CPT avant, mon CPT après? Est-ce que j'atteins les performances que je veux avoir? Je vais changer mon grid en fonction de ça et je vais avoir exactement le même principe que pour une vibrocompaction. Et donc, on a ici le CPT avant et le CPT après. L'autre point quand même, c'est que quand vous faites la vibrocompaction, vous allez avoir votre aiguille vibrante, vous allez la descendre, la faire remonter, comme on a vu, descendre, remonter, ainsi de suite. Et comme ça, vous allez améliorer votre sol et vous allez avoir un maximum. Avec une resonant compaction, on ne va pas avoir peur de revenir. Et donc de faire une première fois l'amélioration, et puis on va faire une deuxième passe, revenir, etc. Donc voilà. Donc en gros, vibrocompaction, c'est la Rolls-Royce. La resonant compaction, c'est la même chose, mais avec une 2 chevaux. Donc, on a vu les systèmes d'amélioration de sol, granulaires. On a commencé avec tout ce qui était les rouleaux. On a vu les rouleaux améliorés. On a vu le Rapid Impact Compaction, la Dynamic Compaction. Et puis après, si on va aller à la plus grande profondeur, on a vu les aiguilles vibrantes en sec ou en humide. Et pour finir, on a vu la Resonant Compaction. Maintenant, si on reste toujours dans le système où on va avoir une amélioration de sol sans apport de matériaux, si on passe des sols granulaires au sol cohésif, eh bien, on va avoir des autres systèmes qui vont se mettre en place. Pour débuter, un petit rappel théorique quand même sur ce qui est la consolidation. Donc, si je charge mon sol, quand je vais charger mon sol qui est cohésif peu perméable, toutes ces charges vont directement être reprises par les pressions d'eau. Et donc mes grains vont reprendre très peu de cette charge. Et avec le temps, ma pression d'eau mon augmentation de pression interstitielle va diminuer et l'effort va être retransmis au grain. Il est clair que mon eau, elle n'a aucune capacité à reprendre les efforts de cisaillement. Et donc, quand je vais charger mon sol, je ne vais avoir aucune augmentation de résistance, entre guillemets, du sol, ou en tout cas de sa capacité en cisaillement. Et donc, avec la diminution de ma pression interstitielle,
je vais avoir une augmentation de la résistance au cisaillement de mon sol. Même chose, quand je vais charger mon sol en une seule fois, si toutes ces charges va sur l'eau qui est incompressible, et donc je n'ai pas de variation de volume, je n'ai pas de diminution de volume. Et avec le temps, avec cette diminution de ma pression interstitielle, bon, je vais avoir mon sol qui va tasser. Et donc c'est ce qu'on appelle la partie de chargement non drainée, et puis toute ma partie de consolidation. Et donc, comment est-ce que je vais gérer mon système? Mais si je veux charger mon sol et j'ai des critères de tassement qui me sont donnés, par exemple avant de faire ma route ou avant de mettre mon pavement, eh bien, j'ai deux possibilités. Soit je dis, OK, ben, j'ai mon sol qui est donné, j'ai un chargement et donc je dois attendre autant de temps tel que mes tassements sont acceptables. Soit je vais dire, ben non, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois diminuer ce temps. Et pour diminuer ce temps, je dois faire en sorte que mes pressions interstitielles diminuent plus rapidement que si je ne faisais rien. Et pour avoir cette diminution plus rapide des pressions interstitielles, je dois augmenter la perméabilité de mon sol. Et d'augmenter la perméabilité de mon sol, une des possibilités, c'est de mettre un drainage vertical, qu'on va voir ici. Donc, le but, c'est un petit peu d'augmenter ma résistance de mon sol, en augmentant sa capacité au cisaillement, mais c'est clairement d'augmenter sa rigidité. Et pour augmenter sa rigidité, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais donner une préconsolidation, c'est-à-dire que je vais charger mon sol tel que je vais charger mon sol avant de construire ou d'avoir mon critère, tel que je vais avoir la première partie de ma courbe qui soit dans ma courbe chargement-déchargement. Donc si j'ai ma courbe charge-tassement, si j'ai ma coupe vierge, donc ça veut dire que si je n'ai fait aucun préchargement, ou je n'ai pas eu de préconsolidation de mon sol, eh bien, je vais avoir ma courbe rouge ici qui descend tout droit. Quand je vais enlever ce préchargement, je vais ici avoir mon préchargement jusqu'à ce point-ci, je vais décharger et je vais retourner sur ma courbe bleue. Et donc, quand je vais recharger, je vais resuivre ma courbe bleue avant de repartir. Et donc, pour une valeur donnée, pour une contrainte donnée, qui est ma pression de consolidation, je vais avoir un tassement S1 qui est là, qui est fait durant mon préchargement. Et donc, dans la vie de mon ouvrage, je n'aurai un tassement que de S2. Je répète, parce que c'est quand même important. Je veux limiter mon tassement. Donc, ça veut dire que j'ai un sol qui est là, j'ai un terrain. Je vais construire quelque chose dans le futur. Et je veux que cet ouvrage, qui peut être une digue ou un bâtiment, rentre dans les critères de tassement qui sont donnés. Comment est-ce que je peux y arriver? Première chose, c'est que je construis mon ouvrage et j'attends. Et je dis à mon client, oui, voilà, on va attendre, donc on construit l'ouvrage aujourd'hui, et si on attend 10 ans, dans 10 ans, on va être dans le tassement que vous m'avez demandé, et donc on fera les réparations, on fera les changements sur ces 10 ans-là pour faire en sorte que dans 10 ans, vous ayez ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que le client a vouloir. Vous avez l'autre solution, où vous dites, avant de construire mon bâtiment, je vais faire un préchargement. Et donc, je vais mettre de la charge sur mon bâtiment, je vais attendre qu'il se tasse, et puis je vais enlever cette charge, et je vais construire mon bâtiment. Et qu'est-ce que je vais avoir, en fait? Eh bien, au lieu d'avoir pour cette charge de préchargement, je vais avoir un premier tassement, un tassement S1 qui va se faire avant que je construise mon bâtiment. Après, je vais enlever cette surcharge, et je vais revenir à un état de contrainte qui est l'état de contrainte initial. Et donc, lorsque je vais construire, recharger mon terrain, mon sol va suivre la courbe bleue de chargement-déchargement. Et donc, au lieu d'avoir mon bâtiment qui va tasser d'une valeur S1, je vais avoir mon bâtiment qui va tasser que d'une valeur S2.
Et même admettons maintenant que mon bâtiment, ben, enfin, je vais optimiser mon préchargement évidemment. Hein. Admettons que mon bâtiment il a une charge P'. Je ne vais pas mettre un préchargement juste ma charge P'. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup trop important. Et donc je vais regarder mes critères et je vais choisir mon préchargement tel que mon tassement S2 plus ce qui viendra encore soit inférieur au critère qui m'est donné. Et donc c'est là qu'est l'ingénierie. Hein, si on fait ça bêtement, ben on dit ben, c'est pas grave, on met une surcharge qui est équivalente ben, à ce qui viendra plus tard. Et on attend. Si on veut optimiser, on va dire ben, non, je vais mettre une surcharge inférieure à ce qui viendra plus tard. Et comme ça, avec la somme de mon tassement primaire, enfin de mon tassement de chargement-rechargement et mon tassement sur le reste, eh bien, je suis dans mes critères. Donc, petit rappel théorique, mon tassement, hein, mon H, c'est la hauteur de ma couche, c'est 1 sur A, ma valeur chargement-déchargement, fois la pression de Ln, la pression P0 sur la pression de préconsolidation, plus mon 1 sur C, donc ma valeur vierge de mon sol vierge, fois le Ln de ma pression finale sur ma pression de consolidation. Et donc ça, c'est la somme des deux qui me donne mon tassement global. Dernier petit point, on a les sols cohésifs. Sol cohésif, ça veut dire que j'ai un angle de frottement très faible, mais une cohésion très élevée. Et donc, entre guillemets, la résistance de mon sol est déterminée par rapport à ma cohésion. Et on peut montrer, c'est une petite valeur qui est importante à garder en tête, que l'augmentation de cette cohésion est plus ou moins égale à 20% ou entre 20% et 30% de l'augmentation de contraintes que je vais mettre. Je m'explique, je retourne pour ça à mon petit slide différent, précédent. J'ai mis ma charge. Eh bien, en ayant mis ma charge, je vais avoir une augmentation de la résistance au cisaillement de mon sol. Et cette augmentation de résistance au cisaillement, je peux la traduire par une augmentation de cohésion non drainée. Et cette augmentation de cohésion non drainée, elle vaut entre 0,22 à 0,3 de l'augmentation de la charge que j'ai mis ici. Juste pour dire que ce préchargement, eh bien, il m'aide certainement par rapport à la rigidité de mon sol, puisque je vais diminuer fortement mes tassements, mais il augmente aussi la résistance de mon sol, donc la capacité portante, par exemple, du sol. Je remets les petites formules. Hein, vous avez vu normalement avec M. Ouar, mais je les rappelle quand même. Donc, vous avez le tassement primaire, avec la partie avant la partie vierge et la partie chargement-déchargement. Et donc, vous avez ici les formules qui vous parlent, je l'espère. Un petit point important, quelle est la différence entre les deux, ma courbe rouge et ma courbe bleue? Eh bien, c'est un facteur 4 pour les argiles et un facteur 10 pour le sable. Donc, je vais, en faisant mon préchargement, je vais, dans une argile, je vais diminuer mon tassement d'un facteur 4. Nous avons pris un facteur 4. Petite chose à part, vous dites, oui, mais pourquoi est-ce que vous mettez ici 10 fois pour le sable? Le préchargement fonctionne aussi pour du sable. Soyons clairs là-dessus. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins efficace que toutes les techniques qu'on a vues avant qui fonctionnent pour des sols granulés. Donc, on va, entre guillemets, jamais l'utiliser. Mais ça fonctionnerait aussi pour du sable. Chargement primaire. Donc, on va mettre un préchargement et on va avoir un chargement secondaire. Donc, le chargement primaire, il va jusqu'à la charge de préconsolidation. Et puis après, on va avoir un chargement qui va être dépendant du temps.
On va au slide suivant. Donc, mon temps, il dépend de mon degré de consolidation. Je reviens à mon premier graphique, qui est le capital. Ce que je cherche ici, je cherche à savoir quel est le temps que j'ai besoin pour que ma pression interstitielle vaille sur mes grains. Et donc, je vais chercher mon temps de consolidation que j'ai besoin par rapport à mon sol. Et donc, en gros, même avec mon préchargement, si je prends un méchargement et que j'enlève directement, ça ne sert à rien. Tant que je n'ai pas eu ma consolidation, je ne change pas de courbe. Donc, il faut que mon tassement ait eu lieu pour que j'ai un chargement-déchargement. Donc, même avec un préchargement, je veux savoir mon temps ici que j'ai besoin et quel est le temps que j'ai besoin pour que cette consolidation prenne place. Et donc, j'ai mon degré de consolidation, qui est en fait le tassement que j'ai par rapport au tassement que j'aurai à la fin. Et j'ai mon coefficient de consolidation qui est dépendant directement de ma perméabilité et du module iodométrique de mon sol. L'essai iodométrique, j'espère que ça vous parle. Donc vous avez un échantillon, vous avez une pierre poreuse et vous mettez une charge et vous regardez quel est le tassement que vous avez en fonction du temps. On a en Belgique une valeur de Hout qui est en fonction du QC, qui vaut 3 avec un alpha, qui vaut 3 pour le sable, 7 pour l'Ag. Je répète quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est abusif. Votre QC, il vous donne une valeur de résistance. En aucun cas, il vous donne une valeur de déformabilité. En aucun cas, il vous donne une valeur qui vous permette de calculer, d'avoir un module odométrique. C'est abusif. On a des valeurs et des essais qui ont été faits pour pas mal de sols en Belgique, et donc on en a déduit des valeurs. Et donc, pour être plus clair, ces valeurs sont acceptables ou acceptées en Belgique pour des sols connus. Si vous utilisez ces valeurs-là ailleurs dans le monde, ben, les gens vont vous demander, mais comment est-ce que vous justifiez ça? Et vous ne saurez jamais le justifier, puisqu'il n'y a aucune justification possible, puisque votre CPT, c'est une résistance, et vous cherchez ici une déformabilité. Donc, coefficient de consolidation CV, on cherche le degré de consolidation. On a la constante de temps, qui vaut CV avec ici le temps sur h carré. Et donc, ce h carré, je vous rappelle, théorie de consolidation, c'est la plus longue distance que doit parcourir une goutte d'eau pour s'échapper. Et donc, si vous avez un point au milieu du sol, vous avez une couche drainante au-dessus ou en dessous, et en dessous, eh bien, cette distance, c'est la moitié de l'épaisseur de votre couche. Si vous avez une couche drainante au-dessus et rien en dessous, ou que c'est imperméable en dessous, eh bien, c'est l'épaisseur totale de votre couche. Et donc, vous pouvez déterminer votre degré de consolidation en fonction de votre constante de temps, et donc savoir où vous êtes sur votre cours. Donc, une formulation classique, 1 sur Cp fois le degré de consolidation, plus 1 sur Cs fois le delta T sur delta T, plus le sigma. Je pense que j'étais un peu trop vite sur cette partie-là. Je vais revenir. C'est ma courbe verte. Donc, vous avez votre chargement. Vous chargez votre sol, classiquement. Chargement, déchargement, et vous continuez à charger. Ici, vous avez arrêté votre chargement. Et vous avez même votre consolidation qui est pratiquement complète. Eh bien, sous une charge donnée, votre sol il continue à tasser. C'est ce qu'on appelle le fluage. Et donc, si vous avez un sol cohésif que vous avez chargé, vous laissez la charge dessus, eh bien, il va continuer à tasser infiniment dans le temps. Heureusement, toutes ces courbes de tassement sont logarithmiques, donc ça devient
infiniment minime dans le temps, mais ça ne s'arrête jamais. Et donc, quand vous avez votre courbe de consolidation que vous cherchez, vous avez 1 sur Cp fois UT, donc ça c'est la courbe classique, hein, c'est le C de Terzaghi. Et puis vous avez, hein, qui est fonction du temps et de votre consolidation, et puis vous avez le facteur de fluage. Et évidemment, le logarithme de l'augmentation de charge. Et donc ça, c'est votre formulation générale. Aujourd'hui, en Belgique, soyons clairs, en Belgique, en Hollande, ce n'est pas le cas. En Belgique, on dit que ceci est très petit. Et donc, on utilise uniquement la valeur du tassement primaire. D'accord? Donc, en Belgique, on va utiliser ceci, mais sachez que ça existe, il y a un fluage. En Hollande, les terrains fluent beaucoup plus que chez nous, et donc cette valeur est beaucoup plus importante. Et donc, on a en Hollande une valeur de fluage qui est très importante et qui est toujours prise en compte dans leur dimensionnement. Donc, formulation, on a le tassement qui vaut 1 sur C fois le degré de consolidation qui, lui, est dépendant du temps, et ce temps est dépendant de la perméabilité de votre sol. Hein, je rappelle, on revient dessus, mais c'est important, hein, il dépend, on a le facteur TV ici, qui est directement lié au CV, qui lui est directement lié à la perméabilité. Hein, donc j'ai deux facteurs, j'ai la perméabilité de mon sol, qui est ici dans mon KV, et j'ai l'épaisseur de ma couche, qui rentre directement dans la formation de mon U, donc de mon degré de consolidation. Cette formule-ci, il n'y a pas beaucoup de formules que vous devez vraiment avoir en tête, mais ceci, vous devez vraiment avoir en tête, quoi. Et clairement, c'est dépendant directement de la perméabilité et de la distance. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme technique pour améliorer mon système? J'ai mon tassement en fonction du temps. Et donc, ici, j'ai mon tassement résiduel acceptable. Hein, prenons un exemple. Je vais faire un chemin de fer, hein, je vais faire un remblai pour le TGV. Et Infrabel me dit, OK, le tassement acceptable pour la ligne de chemin de fer, c'est maximum 1 cm sur 20 ans. Et donc, je sais que sur 20 ans, je peux avoir un tassement maximum de 1 cm. Et donc, j'ai le tassement résiduel acceptable que je peux m'autoriser. Et puis, j'ai mon temps. Et si je ne fais rien, j'ai ma courbe bleue. Et donc, je vais attendre peut-être 10 ans pour arriver à ce point-ci, où le tassement résiduel qui reste après, eh bien, est dans la norme d'acceptable. Le système le plus facile pour améliorer mes vitesses, c'est de dire, ben oui, je vais augmenter la perméabilité de mon sol, ou je vais diminuer la distance que doit parcourir la goutte d'eau pour s'évacuer. Est-ce que c'est intéressant? Ben oui, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans ma formule de TV, mon H il est au carré. Je vais augmenter très rapidement mon facteur de temps en diminuant cette valeur. Et donc, je mets des drains verticaux, c'est-à-dire que je mets des drains dans mon sol tels que ma goutte d'eau, au lieu de devoir parcourir l'épaisseur complète de ma couche, eh bien, elle va parcourir la distance entre deux drains. Et donc, je vais avoir cette couleur à ma courbe bleue, genre ma courbe verte, et donc je vais être beaucoup, beaucoup plus rapidement à ma limite de tassement que je veux avoir avant de pouvoir construire mon ouvrage. Et donc, quand j'ai mon sol cohésif, c'est mon temps qui est important. Donc, je vais devoir attendre pour que mon tassement ait eu lieu. Et donc, je vais prendre tout ce qui est possible comme mesure pour diminuer ce temps. Et donc, diminuer l'épaisseur de ma couche,
et augmenter la perméabilité de mon sol. Et donc ça, c'est vraiment le principe de mes drains verticaux. L'autre système, c'est que, ok, j'ai mes brins verticaux, d'accord, mais là, je garde ma charge de base. L'autre idée, c'est de dire, mais si je mets beaucoup plus de charge, si en attendant, hein, dans la période avant de construire, si au lieu de mettre une surcharge qui est équivalente à la surcharge de ce que je vais construire, si je mets beaucoup plus, je mets une surcharge, mais beaucoup plus importante que ce que je vais mettre. Et je vais mettre cette surcharge sur un temps défini, et puis je vais l'enlever. Eh bien, je vais avoir mon chargement ici avec ma surcharge. Donc si j'ai mon temps, de nouveau, j'ai ma charge, ma surcharge que j'aurai de dimensionnement. Hein, par exemple, pour un mur de quai, je vais avoir 4 tonnes par mètre carré. Eh bien, je vais mettre plus que 4 tonnes par mètre carré. Et donc, je vais avoir un tassement, ça c'est ma touche de tassement de base. Si je mettais simplement ma surcharge de design, eh bien, je vais mettre beaucoup plus de charge. Et donc, ma courbe de tassement va être plus raide. Et je vais atteindre un certain tassement avec ma surcharge après un certain temps. Et je vais faire en sorte que ce tassement soit supérieur au tassement que je peux m'autoriser. Et donc, comme ça, quand je vais enlever ma surcharge, je vais avoir un gonflement de mon sol, hein, puisque je vais avoir un déchargement. Donc, si on revient à ma petite courbe de base, je suis ici, donc c'est évidemment, j'ai fait mon préchargement, je suis à ce point-ci. Quand je décharge, eh bien, j'ai un gonflement. Hein, je remonte sur ma courbe bleue. Et donc, je vais choisir ma surcharge telle que mon gonflement me ramène encore en dessous de mon critère. Donc, c'est cette base-là que je vais déterminer la surcharge que je veux mettre. Donc, deux paramètres pour cette surcharge. Première chose, mon temps. Au plus je mets de surcharge, au plus rapidement. Hein, donc, ma surcharge ici, ça c'est ma surcharge de base. J'ai pris ma surcharge qui donne cette courbe-ci, donc qui est plus raide. Si j'augmente encore ma surcharge, je vais encore avoir une courbe plus raide. Et donc, je vais être encore plus rapidement au point que je veux atteindre. Et donc, dans le dimensionnement de ma surcharge, deux choses. Le temps et le fait que, une fois que je l'ai retiré, que j'ai un gonflement qui soit inférieur à mon critère. Donc là, je mets ma surcharge et je vais faire en sorte que j'ai des tassements qui soient acceptables après. Maintenant, je veux jouer sur mon temps. Pour jouer sur mon temps, je vais jouer sur ma perméabilité. Et en parlant de perméabilité, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais augmenter, je vais diminuer le temps de trajet, entre guillemets, de ma goutte vers un système qui soit perméable. Et donc ici, j'ai ma surcharge, j'ai mon terrain naturel. Entre ma surcharge et mon terrain naturel, je vais toujours mettre une couche drainante. Et donc, j'ai mis ma surcharge et ma goutte d'eau doit partir du centre de ma couche vers ma couche drainante. Ici, on estime qu'en dessous, c'est drainant aussi. Et donc, je vais vers le bas. Et donc, mon H carré que j'ai dans mon dimensionnement, il vaut ici la moitié de l'épaisseur de ma couche. Si je viens mettre des drains verticaux, ce H carré, au lieu d'être l'épaisseur de ma couche, eh bien, ça devient la distance de centre à centre entre deux drains verticaux. Et donc, de nouveau, mon H est au carré, donc je vais diminuer très fortement la distance et donc mon temps que j'ai besoin pour ma consolidation. Donc, c'est vraiment ça le principe des grains verticaux. Je vais mettre des drains tels que ma distance diminue et donc que ma perméabilité augmente quelque part et donc que le temps de consolidation chute très fortement. Et les deux sont souvent liés. On va faire les deux. On va dimensionner un préchargement et on va dimensionner en même temps une maille de drains verticaux. Et en prenant les deux, eh bien, on va faire en sorte que mon point arrive ici. Et c'est ça qui va être mon critère. Faire en sorte que le tassement que j'ai avec ce préchargement
soit inférieur, m'amène à une valeur inférieure à mon critère. Donc dans mon graphique ici, qu'est-ce que l'on a? On a la base, hein. Donc si on ne fait rien, c'est-à-dire que j'ai mon sol en place, j'ai quand même une couche drainante en dessous de mon remblai, et j'ai mon remblai. Et ici, par exemple, je viens mettre ma ligne de chemin de fer. Eh bien, dans mon système amélioré, j'ai fait deux choses. J'ai mis un préchargement, ça veut dire que j'ai mis plus de terre que ce que j'ai besoin. Et alors, j'ai mis des drains verticaux pour diminuer pour augmenter ma perméabilité et diminuer la distance de trajet que doit prendre ma goutte d'eau. Donc, rappelons-nous bien, hein, on vient des sols granulaires avant, où on mettait de l'énergie. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ici, on charge et on attend. Et on prend des mesures pour que ce temps d'attente soit le plus court possible. Mettre en place des drains verticaux, il n'y a rien de plus simple. Vous avez une machine ici qui vient mettre tous des petits drains, tous des petites membranes dans le sol directement. C'est une aiguille, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça va extrêmement vite. Il va mettre un drain de 15-20 mètres, ça va lui prendre maximum 30 secondes. Et donc, on voit ici la maille est très petite. On a énormément de drains verticaux. Ce n'est pas un drain tous les 3 mètres. Non, ici, on a un drain tous les 50 cm. Donc, c'est ça l'avantage du drain vertical aussi, c'est que ça ne coûte pas très cher. C'est mis en place très rapidement. Et donc, je vais pouvoir en mettre énormément. Et donc, je vais pouvoir diminuer ma distance de drainage de façon énorme. 3 types de drains. Le drain plat, le drain circulaire ou le drain en PVC. Soyons clairs, 90% des drains, ce sont les drains plats. Et donc, si on regarde la machine, ici on a le rouleau à drain avec le drain plat. On a ici une latte en acier qui prend le drain. La machine l'enfonce, on coupe, ok, on va au suivant. Ici on a le rouleau, la machine qui va l'enfoncer, on va au suivant. Une petite vidéo. Monsieur, Oui, et l'eau de ces drains, est-ce qu'elle est évacuée ou elle reste dans les drains? mais en fait elle n'est pas évacuée. Il faut aussi se rendre compte, hein, donc attendez, ce sont des sols argileux. Donc, il y a de l'eau, mais ce n'est pas des mètres cubes, hein. Soyons clairs là-dessus. Si on doit rabattre dans un sol argileux de ce type-là, vous allez pomper, il n'y a rien qui va venir. Donc, c'est relativement très peu d'eau. Et donc, on a ces drains verticaux. Au-dessus de ces drains verticaux, on va mettre une couche drainante, donc une couche de gravier. Et donc, cette eau va dans cette couche de gravier, et puis il va couler dans la couche de gravier et partir dans l'environnement. On ne va pas mécaniquement pomper cette eau. Et les volumes d'eau, entre guillemets, c'est ridicule, hein. C'est pas un sable ou un gravier avec un aquifère qui contient l'eau. Il n'y a pas d'eau là-dedans. C'est sur l'argileux, donc il n'y a pas des quantités d'eau importantes. Donc vous voyez à quelle vitesse ça va, hein. Pas besoin d'en voir 50. Il n'a pas le temps de s'ennuyer à côté de la machine, quoi. Il la regarde descendre, il la regarde remonter, il coupe et c'est fait, quoi. Donc ça avance extrêmement rapidement. Et donc vous pouvez mettre énormément de drains verticaux. Vous allez faire des mailles très très faibles. Vous voyez ici ces petits piquets, là,
ils marchent dessus tellement qu'ils sont l'un contre lui, ils sont l'un contre l'autre. Ça va extrêmement rapidement. Donc, c'est un système qui est très, très, très efficace pour tout ce qui est sol cohésif. On va faire un petit... oui, on va arrêter sur les améliorations de sol aujourd'hui. On continuera ça la semaine prochaine. Et alors, j'ai une petite chose avant à discuter avec vous. La première chose, c'est que j'ai regardé pas mal de vos travaux sur... j'ai regardé les travaux sur... le premier travaux sur tout ce qui était les rabattements. J'ai écrit... Je vais vous envoyer à chaque groupe mes commentaires dessus. Mais en gros, les deux ou trois groupes où il y avait un problème, ils ont reçu un email et ils sont au courant que c'est problématique. Donc tous les autres, il n'y a pas de souci. Après ça, j'ai regardé vos travaux sur les parois verticales. Et là, je suis un peu plus, comment dire, moins content. Je veux dire, il y a beaucoup de groupes qui se sont contentés de me dire, oui, on va mettre une paroi moulée, on va mettre une paroi en plus séquent, on va faire ceci. Et il n'y a pas de coupe, il n'y a pas un sketch avec une coupe, il n'y a pas un sketch avec des ancrages, il n'y a pas un sketch avec des niveaux. Et donc, à ces groupes-là, enfin, tout le monde, je vais renvoyer un feedback sur le travail. Et à ces groupes-là, ben, je proposerai de prendre de donner une partie des points seulement, puisque j'estime quand même qu'il y a plusieurs groupes où comment dire, c'est pas ce que j'espérais, quoi. Je trouve que voilà, les consignes étaient claires sur Claco. Je voulais quand même clairement que vous me donniez une, une, euh, comment dire, une coupe, que j'ai des niveaux, que je vois un petit peu comment vous voulez construire les choses. Et ça, je n'ai pas retrouvé. Et dernière chose, donc on a fait un travail sur les parois verticales. Et alors, j'avais dit qu'on en ferait un sur les pieux et sur les améliorations de sol. Et sur les pieux, ben, j'ai pris un peu de temps pour le préparer. Et donc, je vous le donne aujourd'hui. Je le mets sur Claco directement après le cours. Et donc, ici, on va se limiter à deux projets. Et je me rends compte que la photo qui est ici n'est pas la bonne. Je vais la transformer après. Le premier, c'est le projet à Paris, de Carpe Diem, où on a une tour de grande hauteur qui fait 3 sous-sols, 35 étages. Et alors là, on n'a pas un CPT, mais on a un essai pressiométrique. Et ce pressiométrique, c'est le pressiométrique de la semaine 12, le deuxième essai. Et donc là, vous avez une valeur de sol. Le deuxième projet, c'est à Bruxelles, c'est le City Docks, c'est des bâtiments à Anderlecht, où on a des bâtiments à faible hauteur, hein, il faut maximum 7 étages. Et là, je vous demanderai d'aller voir les CPT sur DOV. Il n'y en a pas directement ici, mais il y en a un peu plus loin. Et donc, vous avez les CPT qui sont dans la région. Et sur cette base, j'aimerais que vous me donniez le type de pieu que vous choisiriez. Attendez, parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais il ne passe pas au slide suivant. En train de planter. Excusez-moi. Je ne veux pas. Je vais le rouvrir, ce sera mieux. 30 secondes, excusez-moi.
Voilà. Donc, Tour KBTM, un bâtiment à Paris, on a une charge par pied à peu près de 8250 kN, et on a un radier général avec 220 pieux. CityDogs, ce sont des petits bâtiments, on a des charges par pied qui sont beaucoup plus faibles, 1150 kN. On a chaque fois des sommets isolés en dessous de chaque colonne, et à peu près on a 300 pieux sur tout le chantier, donc c'est quand même un gros chantier aussi. Donc, ce que je vous demande, c'est de déterminer le type de pieu à exécuter, quel type de pieu vous allez choisir et pourquoi, me donner une idée du diamètre de ce pieu, donner sur base des essais à quelle profondeur, où est-ce que vous allez mettre ce pieu, et puis donner, moi, alors succinctement, soyons clairs, succinctement, comment est-ce que vous justifierez la capacité portante de ces pieux. Et donc, il y a les deux petites photos ici, juste pour illustrer. Donc, le CityDogs, vous voyez, c'est clairement, c'est des petits bâtiments. Carpe Diem, c'est une tour de grande hauteur. Soyons clairs là-dessus, c'est voulu qu'un des deux projets soit à Paris pour que sur ce projet-là, vous n'ayez pas des CPT. Donc, vous avez là un pressiomètre. Sur base de ce pressiomètre, vous allez estimer une valeur en âme et conscience de capacité des pieux. Mais je ne vous demande pas d'aller chercher les normes, etc., qui vont avec. Mais je veux que vous ayez une sensibilité, que vous sachiez par rapport à ce pressiomètre, et on a analysé plusieurs durant le cours, sur base de ce pressiomètre, quelles sont les valeurs que l'on aurait. D'accord? Maintenant, le timing. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Je laisse le délégué là, qui me donne une idée de timing, si vous voulez, une semaine, 2 semaines, sachant qu'il y a encore un exercice qui viendra pour l'amélioration de sol. Donc, on finira le chapitre amélioration de sol normalement la semaine prochaine. Et à la fin de celui-là, il y aura encore un petit exercice sur l'amélioration de sol. De nouveau, je vous le rappelle, j'ai mis dans ces exercices sont des points bonus. Il n'y a pas d'obligation de les faire et il n'y a pas de perte de points à l'examen s'ils ne sont pas faits. Dites-moi un petit peu. Parce que je sais que normalement, à cette époque-ci, vous avez le défi structure qui vous demande du temps. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Il nous reste une dernière journée jeudi prochain. Donc jeudi prochain, vous devez remettre tout. On doit remettre la structure doit être finie et on a encore une vidéo à monter et un document à faire. Ouais, donc je ne vais pas vous le mettre là pour la semaine prochaine, ça ne sert à rien. La semaine prochaine, vous êtes full là-dessus, quoi. Et bien maintenant, je comprends mieux pourquoi on m'a annulé les cours la semaine prochaine. Alors, celui de mercredi était annulé. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. C'est parce que M. Lahaye a pensé à vous et vous a déchargé pas mal votre horaire de la semaine prochaine pour que vous puissiez faire ça tranquillement. Je me trompe? Non, je ne crois pas. On va mettre ça, s'il vous plaît. Ça doit être ça. Et vous rentrez en blocus le 17, c'est juste? Oui. Le 17 mai. Oui. On mettrait 2 travaux pour le 17? C'est bien celui-ci que celui de l'amélioration de sol que j'aurai la semaine prochaine? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, on fait comme ça. Ceux qui doivent présenter leur CPT, ben, allez-y. Le premier groupe, c'est celui qui devait présenter lundi alors. Monsieur, j'ai une question. Oui, dites-moi. Si on ne fait pas les bonus que vous proposez, de nouveau, on a quand même les points bonus des travaux qu'on a fait avant. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Bien sûr. Et si vous avez fait uniquement le CPT et pas les bonus, ben ça marche aussi. Tout est entièrement séparé. Ok, merci. Il y a vraiment, oui. Et voilà, et que je vous dis, hein, s'il y a pas de, voilà, s'il n'y a pas de, si vous n'avez fait aucun, vous n'êtes pas pénalisé par rapport au point. Et je vous le dis franchement, ça ne me touche pas personnellement. Soyons clairs. Donc, je veux dire par là, il y a certains professeurs qui diraient oui, mais vous n'avez pas fait les travaux et pas blabla. Non, ce n'est pas mon cas. D'accord? C'est plus pour vous aider et pour m'aider moi aussi. Parce que quand je vois vos travaux, ben, je vois clairement les choses que vous avez retenues et les choses que vous n'avez pas retenues sur mon cours, quoi. Pour la semelle isolée, point intéressant, il y a une question dans le chat et puis on va passer
à la SCCPT, quand vous avez une semelle isolée, si vous mettez un pieu isolé tout seul, vous devez toujours tenir votre pieu à gauche et à droite. Donc, vous devez mettre des longues grines, donc des poutres dans le sol, qui relient vos différentes semelles de fondation pour que les excentrements de charge ne donnent pas des moments inacceptables dans vos pieux ou des instabilités. Donc, quand vous avez une semelle isolée, vous devez toujours avoir minimum 3 pieux. Si vous n'avez pas 3 pieux, vous devez tenir si vous avez 2 pieux, ben elle est tenue dans un sens, et dans l'autre sens, vous devez mettre des longues grines pour la tenir. Si vous avez un seul pieu, vous allez mettre des longues grines dans les deux sens pour tenir votre tête de pieu. Donc ici, on va avoir des semelles complètement isolées, et donc elles ont minimum 4 pieux, et généralement 4 pieux. C'est minimum 3 pieux, mais généralement 4 pieux. Voilà, je laisse la présentation à ceux qui devaient passer lundi. Alors, vous pouvez partager votre écran. Bonjour. Je pense que c'était nous. Oui, normalement, c'est à nous. Donc, tu peux tout de suite passer sur le second slide. D'accord. Donc, nous, on va vous présenter un essai SPT en commençant par un petit peu expliquer ce qu'on a pu trouver sur le rapport d'essai, en détaillant la localisation de notre essai, en vous présentant le sol qu'on attendait après une petite étude et le sol constaté par rapport au rapport d'essai. Donc, sur notre essai SPT, on peut remarquer plusieurs choses. Donc, d'abord, toutes les informations concernant le projet, donc le client, qui a réalisé l'essai. On ne le voit pas ici, mais en dessous, on a le foreur qui a réalisé l'essai, pourquoi il est fait. On peut trouver la profondeur des fonds avec ici une particularité que c'est un forage en mer. Donc, on voit qu'on a le seawater level qui est par rapport à la charte datum qui est de 0,8 mètres. Et on voit que le fond marin se trouve à moins 11,3 mètres par rapport toujours à cette charte datum. On a les diamètres, on a les profondeurs des différents forages, on a la description qui a été faite du sol par l'opérateur, on a également le numéro et le type d'échantillon qu'on a pris ou les actions qu'on a faites. Ça, on va les détailler plus tard. On a les valeurs SPT avec 3 colonnes. La première colonne qui est les premiers 15 cm, donc le nombre des coups pour faire les premiers 15 cm pour asseoir l'échantillonneur. Et puis, on a N2 et N3 qui sont les prises de mesure pour les 30 cm suivants. On a le TCP, SCR et RQD qui seront détaillés dans un slide plus tard. Et on a enfin l'UCS, qui est un essai de compression sur les roches qui seront prélevées dans les forages suivant le SPT. Donc, pour les types d'échantillons et d'actions qui ont été faites, on a soit le S qui signifie qu'on a réalisé un essai SPT. On a le B qui signifie qu'on a fait un forage destructif entre deux CPT. Et on a le R qui est un forage avec une prise d'échantillon. Pour le TCP, Total Core Recovery, c'est la somme de ce qu'on a récupéré dans l'échantillonneur sur la longueur totale de l'échantillonneur. Le Solid Core Recovery, c'est la somme des morceaux que l'on a du diamètre de l'échantillonneur qu'on a dans l'échantillonneur sur la longueur de l'échantillonneur. Et le Rock Quality Designation, c'est la longueur de toutes les pièces solides qu'on a de plus de 10 cm sur la longueur de l'échantillonneur. Et ce RQD nous donne le niveau de fragmentation de notre roche et donc sa qualité. Après avoir fait un SPT, on obtient un nombre total de coups qui nous permet d'avoir, avec différents coefficients, un nombre N60 qui est normalisé et qui va nous permettre, dans le slide d'après, de calculer l'angle de frottement de notre sol. Donc ici, c'est le détail de la formule pour déterminer l'angle de frottement. Ils seront détaillés plus tard dans un tableau.
Et maintenant, je vais passer la parole à Lucas pour vous détailler la localisation. Ouais. Donc ici, pour la localisation, on se trouve donc à Bahreïn. Donc c'est une petite île de 50 km de long sur 20 km de large. Et elle est située juste à côté de l'Arabie Saoudite, près du Qatar. Et elle est en plein milieu du golfe Persique. Et on voit mieux sur l'image à droite. En fait, c'est un essai qui est réalisé au bout d'un quai. Et donc, en effet, c'est dans la mer. Pour ce qui est du sol attendu, on a trouvé une coupe géologique justement sous Bahreïn et Citra Island. Donc on a une formation de Dammam qui contient 2 aquifères, un calcaire dolomitique et de la marne orangée, et également une formation néogène où il y a du calcaire sableux, du schiste, de l'argile et de la marne. Et nous nous trouverons plutôt dans cette formation néogène parce qu'on se trouve plutôt à l'extrémité droite et on va à une profondeur de 40 mètres maximum pour notre essai. Donc ici c'est l'UCS, donc c'est un test, c'est Unconfined Composition Test, c'est un test qui est réalisé juste après nos différents essais SPT. C'est un test qui est réalisé en laboratoire sur un échantillon de sol qui a été prélevé. Il nous permet de déterminer la contrainte de compression axiale maximale avec une contrainte de confinement qui est nulle. On va remarquer, on le verra plus tard, mais on va remarquer qu'on a une capacité très faible de la roche. Donc on sera sur des roches sédimentaires faiblement compactes et plus précisément sur du schiste argileux. On peut le voir ici en bas. Pour ce qui est de la point load test, donc ça elle va nous permettre de caractériser la résistance des roches. Ici de nouveau dans notre essai, on va voir qu'elle a une capacité très faible. Donc on va avoir une valeur très faible et on peut directement lier cet indice IS à notre valeur UCS. Donc moi, je vais vous présenter l'essai à proprement dit. On peut remarquer que de la profondeur 0 à 8,5 mètres, on a réalisé un SPT, qui est donc un essai discontinu. On a donc une prise de mesure à chaque point, comme on peut le remarquer ici. Ensuite, au-delà de 8 mètres jusqu'à 40 mètres, on va avoir un forage pour lequel nous allons avoir des valeurs donc de TCR, SCR et RQD, ainsi que des valeurs de IS et UCS présentées précédemment. Donc ça, c'est la suite du forage jusqu'à 40 mètres. Dans l'Excel suivant, nous avons repris les différentes informations. Donc de la profondeur 0 à 2,95 mètres, on a un N60 très faible, c'est-à-dire que le tube s'enfonce très facilement dans le sol. Donc on peut dire que le sol est très lâche. On a donc un phi qui est inférieur à 30 degrés et la description nous dit que c'est un sable graveleux. Ensuite, de 2,95 mètres à 6,95 mètres, on a un sol plus compact, de compact à dense, avec un nombre de coups qui augmente et un phi qui est compris entre 31 et 41 degrés. On a remarqué que c'était un limon carbonaté. Ensuite, de 6,95 à 16 mètres, on passe donc à ce moment-là au forage parce que le nombre de coups au SPT est d'au-delà de 50, donc ils ont arrêté le SPT pour passer à un forage. On passe sur de la calcitulite moyennement fracturée. On peut remarquer que le TCR, donc disons le pourcentage d'échantillons remontés est très important, il est au-delà de 90%, et que le RQD, donc disons l'indice de fracturation de la roche, est situé entre 30 et 60, donc on peut dire que c'est une roche moyennement fracturée. L'UCS et le IS sont faibles, comme dit précédemment. Oui, donc j'étais là. Ensuite, donc de 16 mètres à 33 mètres, nous avons de la calcilutite argileuse moyennement fracturée. On a toujours un TCR qui est très élevé, au-dessous de 90%.
et un RQD qui va de 37 à 90. Donc, on peut dire que c'est de un peu moins que moyennement fracturé à peu fracturé. Ensuite, UCS et IS restent faibles, inférieurs à 10 pour le UCS, et de 33,2 mètres à 40,1 mètres, on a une roche calcaire limoneuse avec toujours un TCR supérieur à 90% et un RQD moyen, donc autour de 50%. Voilà, je laisse la parole à Ivan pour la suite. Désolé, avec le micro, c'est mieux. On remarque dans notre essai qu'on a une majorité de roches calcaires, qu'on tombe sur beaucoup de schistes argileux qu'on pensait avoir lors de l'étude du sol, que les angles de frottement internes sont calculés en fonction de N60 et que les roches présentent un C important et un phi 0 et que le forage est effectué dans un milieu sous eau, que l'opérateur signale à plusieurs reprises. Ok, je vais faire court parce que vous avez été assez long et c'était très très complet. On va juste revenir sur votre slide 30 secondes avec votre... ici, oui, oui, suivant, ici parfait. Ou le suivant. Non, avec votre tableau Excel. Le tableau. Ah, pardon. Ouais. Hop. Ce qui est intéressant à voir, c'est que votre RQD, en fait, ne suit pas toujours les valeurs d'à côté. Donc, ça veut dire que vous avez, normalement, on serait attendu à ce que le RQD augmente avec la profondeur, au fur et à mesure qu'on devrait descendre de plus en plus. Eh bien, on devrait avoir un RQD qui devrait augmenter. Eh bien, ce n'est pas le cas. On voit qu'on passe de 60 à 37. Et si vous retournez au slide suivant encore, eh bien, on voit les RQD qui passent de 37, 70, 90, puis 50, puis 45. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous allez voir, vous allez mettre en évidence dans votre analyse. C'est-à-dire, oui, ben, regardez, ce RQD ne remonte pas normalement. Et donc, comment ça se fait que cette roche reste fracturée à plus grande profondeur? Et donc, vous avez posé la question, vous avez fait des recherches là-dessus. OK, très bien. Le prochain groupe, sinon, parce qu'on va déjà être un petit peu tard. Dites-moi. Vous êtes là? Il y a encore deux groupes normalement. Est-ce que vous êtes là tous les deux? OK, ben, je n'ai pas de réponse, donc je suppose que... Monsieur, on est le groupe 13-4, donc du coup, juste après le 13-3 qui devrait présenter avant nous. OK, On est prêt à présenter s'il faut, allez-y directement. alors. Très bien. Ok, donc on va passer, je vais partager les slides. Donc je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui. Voilà, je vais laisser mon collègue Rami commencer. Vous n'êtes pas en plein écran par contre. Vous êtes on voit votre PowerPoint, on ne voit pas le plein écran. Je vais lancer. Est-ce que comme ça, c'est Ouais, mieux? c'est mieux. Très bien. Voilà. Mais je pense qu'on n'entend pas mon collègue. Allô? Oui. Ah, tu m'entends là? Oui, on t'entend. Ah, parfait. Parfait, désolé parce que j'avais un petit problème de micro là tantôt. J'arrivais pas à allumer mon micro. Mais donc oui, attendez, je vais juste mettre en plein écran. Non, c'est Voilà, bon. donc on va vous présenter donc, votre deuxième essai de sol. Celui-ci aussi sera un essai SPT. Je vais juste passer au slide suivant. Donc ici, le projet qu'on a, c'est un projet donc, qui se trouve en Écosse. Et on est sur la côte de la mer du Nord. Et l'essai qu'on va avoir ici, donc c'est un essai SPT. Et le projet, c'est quoi? C'est une extension d'un port qui est déjà existant. Slide suivant. Et donc, ce qu'on a, c'est donc on est sur la baie de Nigarbourg. Et donc ici, on voit le projet avant, comment il était, et ce à quoi on est à ce jour aujourd'hui. On ne sait pas si le projet est officiellement terminé ou pas, mais donc pour l'instant, on voit ce que ça donne. Et donc ici, on voit bien qu'on est sur la mer du Nord, sur une côte, avec ici donc nos terres ici en Écosse.
Et donc, si on regarde l'essai un peu plus en profondeur, voilà, donc ici, donc pour lire un peu donc les données qu'on a reçues donc, de cet essai SPT, pardon, on va pouvoir voir ici donc, différentes. Donc, sur la barre horizontale là, qu'on a du tableau, on voit donc ici donc, le descriptif du sol qu'on a. Et donc, ces descriptifs-là sera basé un peu sur donc les échantillons qu'on va pouvoir en retirer et de l'essai SPT également. Donc, on voit ici avec la légende du sol les différentes couches de sol qu'on va avoir, enfin les différents types de sol qu'on a. Puis on a également donc les profondeurs et le datum level, ça correspond au niveau qu'on a par rapport au niveau de la mer qui, je pense, se situe à 17 cm en dessous du sol qu'on a de base. Dans le sampling, on a donc le détail des couches dans lesquelles on est. Donc ici, donc, on voit le 1560 et le 1710. C'est pour dire où est-ce qu'on commence, où est-ce que la couche commence et où est-ce qu'elle se termine. Pour le dia, c'est le diamètre donc, du forage qu'on va avoir. En TCR, donc comme le groupe juste avant l'avait dit, c'est le pourcentage total de masse d'échantillons de sol qu'on va pouvoir retirer sur le long du tube. En SCR également, on a ça, mais au début de l'essai, on ne verra pas de DCR ou de RQD. On ne les verra qu'un peu plus tard dans le sol. Après, en in-situ details, on voit ici donc les essais SPT qui ont été effectués. On pourra remarquer au début de ce test-là qu'on a un essai SPT fait tous les mètres 50. Et donc, entre chacun de ces mètres 50-là, on a un forage qui est effectué. Et donc ici, pour voir un peu comment cet essai SPT est à lire, on voit donc ici SPT 30. C'est-à-dire qu'en fait, on a enfoncé donc, notre tube de 45 cm en 30 coups. Et on voit juste en dessous, donc 17,10 et 17,55, ça correspond aux 45 cm qu'on a eu en fait, de l'essai, avec ce battement qu'on a fait avec le tube. On voit donc qu'on a bien les 45 cm de dénivelé, entre guillemets, donc de 17,10 à 17,55. Et donc la petite subtilité, c'est quand on a par exemple le SPT 50, on a 50, pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait trop de coups sur ces trois tranches de 15 cm. On arrivait à 30 coups, on arrivait à 50 coups, donc on a dépassé la limite. Et on voit qu'on s'est enfoncé en fait de 0 mm sur tout le long sur les 45 cm qu'on devait avoir, on s'est enfoncé de 0 mm, ce qui signifie qu'on a un petit problème à ce niveau-là. Mais ça, Sacha va vous en parler un peu plus tard, enfin juste après, parce qu'il va vous présenter les différentes couches de sol qu'on a pour notre essai. Voilà, moi je vais passer plus à l'interprétation des résultats et je vais procéder tout d'abord à vous énumérer les différentes couches qu'on a et puis ensuite je vais interpréter les différents résultats de SPT qu'on a obtenus. Donc on commence avec la première couche, comme mon collègue vous l'a dit, on commence à un niveau 0,17 mètres, donc c'est-à-dire que le niveau de la mer est plus haut que le sol, donc on va être directement dans l'eau. Le forage va commencer directement dans l'eau et donc dans la première couche, on va obtenir du sable argileux, graveleux fin. C'est normal, c'est le sable qu'on trouve dans le fond du lit de la mer, assez fin, peu compact, etc. Donc peu d'intérêt. Et donc à partir de là, on va vouloir essayer de faire un premier test à 0,5. On va voir qu'on ne pourra pas s'enfoncer car on obtient il y a présence d'un rocher, d'une obstruction et du coup on ne pourra pas s'enfoncer, donc le résultat est nul. On a pu s'enfoncer des 15 mm, mais ça ne correspond à rien. Puis ensuite, dans la deuxième couche, on va obtenir une alternance successive de deux couches de sable argileux un peu plus dense, de densité moyenne, avec des lits de roches et de galets. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voudra faire un CPT, on va s'enfoncer, mais on ne pourra pas s'enfoncer comme on veut des 45 cm. Donc les résultats obtenus seront faussés. Et donc, selon le tableau d'interprétation du CPT, on devrait dire que ce soit un sol dense avec un fit supérieur à 45, mais en fait, on était juste bloqué par un rocher ou des galets de rocher où on n'a pas pu s'enfoncer. Au niveau de la troisième couche, on passe dans un lit de gravier avec des galets et de présence de granit, de schiste et de gneiss.
on voit toujours qu'on retombe sur les lits de gravier, etc. Donc on n'arrive pas à s'enfoncer avec le test CPT. Ce n'est qu'à partir de la 4e couche où on pourra effectuer des vrais tests de CPT. Et l'opérateur, lui, l'a remarqué car il a changé de diamètre de forage parce qu'il savait très bien qu'on passe dans un sol un peu plus dense et du coup il a commencé à forer avec du diamètre moins important pour avoir des résultats plus précis. Et donc ici on peut voir qu'on obtient un SPT de 41 coups, ce qui signifie qu'on a un fil de plus ou moins 43 degrés et une densité relative de 71 degrés. On peut aussi remarquer que ici on commence à avoir un taux de récupération, un taux de recovery de 95%, qu'on a eu aussi dans la couche un peu plus haut. C'est normal parce qu'on commence à passer d'une couche plus dense où il y a moins d'eau et du coup l'échantillon est de meilleure qualité. On peut récupérer des échantillons à partir de ces forages. Dans la suite, on va toujours rester dans cette couche 4 jusqu'à 14 mètres. Et on va avoir les différents résultats de CPT. On va voir aussi que la densité diminue un petit peu, mais ce n'est pas très grave. Puis ensuite, au niveau de la couche 5, on va passer à une densité plus grande, toujours d'argile sableux, graveleux et avec pas mal de choses différentes, du granit, du schiste, etc., avec une densité relative assez importante. Et si on voit qu'on n'a pas pu s'enfoncer, comme on le voulait, de 45 cm, mais cela peut être justifié par la présence de quelques graviers, etc., qui peuvent fausser le résultat. Donc la 16e couche, pas de surprise, c'est juste un peu plus dense, de l'argile un peu plus dense, avec des densités relatives et des filles du même grandeur que précédemment. Ce n'est qu'au niveau de la couche 7 et 8 qu'on va commencer à rentrer dans de la roche et on va pouvoir avoir des récupérations de solides. On pourra analyser les données ici et voir que à partir de 28 mètres, 29 mètres, on obtient de la roche non intacte et du coup avec des fractures moins importantes et de la roche de bonne qualité et un bon niveau général du sol sur lequel on pourra s'appuyer. Donc voilà, et ici on peut citer les sources qu'on a utilisées. Donc on a été sur le site de l'architecte qui est responsable du projet et un autre site où on a puisé les données par rapport aux données géologiques. Merci à vous. Ok. Très bien, je vais très rapidement parce que on est quand même très en retard. La première chose, c'est que ASPT, c'est les 15 cm qui ne servent à rien, 15 ne servent à rien, et puis c'est sur 30 cm et pas sur 45 cm. Oui, oui, c'est ça. Oui. Si on retourne sur vos valeurs, en gros, ben, c'est clair que ce qui est important ici, ce que je vais vous montrer, c'est que SPT, c'est un essai anglais. Ouais, j'ai lu ça sur beaucoup d'articles. Et donc, on voit clairement ici, dans les sols que vous avez traversés, si on faisait un CPT classique avec une pointe de CPT, eh bien, on serait directement au refus. Pourquoi? Parce qu'on a des sols argileux, mais directement, on les dit, oui, ben, on a eu un gravier là, on a eu, etc. Et donc, ce CPT ne donnerait rien du tout. Directement, on aurait un obstacle dans le sol qui fait que le CPT serait arrêté. Et donc, c'est pour ça qu'ils utilisent, eux, beaucoup plus du SPT, où ils vont chaque fois forer, faire un essai, forer, faire un essai, forer, faire un essai. Et donc, c'était. Donc les autres essais SPT, je les ai pris dans le Moyen-Orient parce que c'est là que j'ai plus de références. Mais c'est clairement, eux, les Anglais, sur leur sol à eux, qu'ils ont déterminé les essais qui sont les plus appropriés. C'est ce que je disais. Le CPT, il est très bien pour la Flandre et pour la Hollande. Le pressiomètre, il est très bien pour la France. Et alors, les Anglais, eux, ils ont le SPT qui est très bien pour leur sol. Et tout ça est toujours bien lié au sol qu'ils rencontrent, quoi. Ok. Très bien. Je vais vous laisser là parce qu'il est fort tard. Ok, c'était pas mal du tout. Juste une petite précision, ici le SPT il a une pointe conique à 60 degrés, comme ça. Ah ouais. C'est la dernière précision, qui est indiquée ici par le petit C au niveau du SPT. Ok, très bien. Monsieur? Oui. Je voulais dire, en fait, le groupe qui était censé passer, le 3e, en fait, c'était mon groupe, mais comme mon binôme n'était pas là, je m'étais intégré au groupe juste avant, comme on s'était convenu. Et donc, le 3e groupe qui devait passer, en fait, c'était le mien avec mon binôme qui a disparu. Ok, très bien, parfait. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Dans notre essai SPT, le tableau de nombre de coups est divisé par 6. C'est 6 cases. Montrez-moi. Je vais vous afficher mon écran. Ouais.
On peut peut-être faire ça dans la salle à côté, puisque Oui. mettez-vous dans la salle 1, dans le groupe 1, comme ça. Dans le groupe 1. On fait ça, on libère les autres. D'autres questions, d'autres points chez les autres? Ou bien on se voit la semaine prochaine? Ok, on va jouer la semaine prochaine alors. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.